Mesdames, Messieurs, chers amis, mes sœurs et mes frères, merci à vous de nous rejoindre dans ce colloque que les ateliers Nansen ont décidé de faire de façon à travailler sur les jeunes migrants pour essayer de faire évoluer leur situation en France. Je vais faire une introduction pour donner quelques éléments de notre loge d'études et de recherche, les ateliers Nansen. Et puis ensuite, vous suivrez 5 tables rondes animées par des amis journalistes. Le 26 septembre 2020, les fondateurs des ateliers Nansen, membres du Congrès de Paris 1, et 2 conseillers de l'ordre ont légitimé l'allumage des feux de notre loge d'études et de recherche, les ateliers Nansen. Je voudrais rendre hommage à Dominique Roblet qui nous a quittés il y a peu de temps. Il a été à l'initiative de la Commission régionale de Paris 1 sur les migrants, accompagné par Pierre Collin. Celle-ci a produit de nombreux textes, notamment un manifeste sur les MNA, dont la diffusion est restée très insuffisante. Nansen, explorateur polaire norvégien, au début du siècle dernier, se consacre à la fin de sa vie à la Société des Nations Unies et où il fut nommé haut commissaire pour les réfugiés. Il reçut le prix Nobel de la paix pour son travail au nom des victimes déplacées dans la Première Guerre mondiale. Son initiative la plus célèbre est le passeport Nansen, un certificat pour les apatrides qui fut reconnu par plus de 50 pays. Lors de la création de notre loge d'études et de recherche, nous avons mis en place 6 groupes de travail en visioconférence qui ont été mis en place sur des thématiques suivantes. Les mineurs non accompagnés, bien sûr, et nous sommes là aujourd'hui pour ce colloque. Un atelier sur les mémoires de parcours, un atelier sur les faits et discours sur les migrants, un atelier sur l'intégration par la formation et le travail, un autre atelier sur le parrainage républicain et enfin un atelier sur les règlements internationaux. Nous, maçons et maçonnes, devons travailler à l'acceptation de l'autre, à son accueil, à l'interculturalité, en affirmant nos valeurs face aux discours de plus en plus xénophobes et en travaillant concrètement dans la société pour faire face aux urgences et à la nécessaire solidarité, mais aussi pour changer les rapports des États et des hommes. Le respect de la dignité humaine est au cœur de notre engagement. Il doit s'appliquer sur tout le territoire, indépendamment des politiques diverses des préfectures, et face aux pratiques mafieuses des passeurs et exploiteurs, notamment des mineurs ou jeunes majeurs. Nous devons donner du temps, notre énergie et nos voix pour lutter contre les inégalités de traitement entre les migrants sans papier et la population souvent issue de l'immigration entre régions et entre pays, ayant obtenu la reconnaissance de la nationalité par le droit du sol. Les accompagnements des migrants sont nécessaires dans la jungle administrative, dans la recherche de logement, dans l'apprentissage de français, la recherche de la formation et des stages et des contrats de travail. Un des objectifs immédiats de notre travail est de contribuer à une évolution de l'accompagnement des mineurs migrants. Nous souhaitons que le Grand Orient, que le grand maître du Grand Orient, que le Conseil de l'Ordre, que le statut des mineurs non accompagnés soit remplacé par des jeunes non accompagnés. De manière très concrète, pour que le budget consacré aux examens mis en place par les procédures de reconnaissance des mineurs soit transféré à la prise en charge de l'accueil des jeunes migrants isolés
jusqu'à l'âge de 25 ans. Les besoins en accompagnement de ces jeunes ne disparaissent pas une fois atteinte la majorité légale. Un tiers d'entre eux souffrent de psychotraumatismes qui, pour certains, se transforment en dépression chronique. Une fois arrivés en France, plus de la moitié d'entre eux vivent dans la rue et accèdent difficilement à la nourriture. On considère socialement l'âge de 25 ans comme l'âge adulte. Il est possible d'accéder à un emploi stable, un logement autonome. Tous les dispositifs nationaux d'aide à l'insertion des jeunes les concernent en principe jusqu'à l'âge de 25 ans. Et il doit en être de même pour le public des jeunes migrants isolés, public fortement fragilisé. Il faut transformer le cadre de référence. Ne faudrait-il pas mettre en place, à leur intention, une suppléance parentale jusqu'à l'âge de 25 ans? Le Grand Orient de France s'oppose énergiquement au racisme et aux ennemis de la démocratie et fait de la recherche du progrès un moteur pour les réflexions et l'action de ses membres. Le travail des ateliers Nansen s'inscrit dans la volonté d'élucider ces représentations, parfois dominantes, qui font de la peur de l'autre une dynamique néfaste et dont la volonté humaniste d'aider à mettre en œuvre des solutions concrètes. Nous allons démarrer la première table ronde sur la thématique de la complexité et absurdité de la situation des MNA. Où en est la réalité? Je vais céder la parole à François Rabaté qui va animer cette table ronde. Alors pour commencer, je vous invite à un état des lieux, des questions, des problèmes, des carences, parfois des absurdités dans la prise en charge, peut-être avec des guillemets d'ailleurs, prise en charge, ou la prise en compte encore plus avec des guillemets, des mineurs non accompagnés. En essayant à la fois de dépasser les querelles d'aujourd'hui, il y en a, on les rappellera, un certain nombre de polémiques aussi, d'ailleurs certaines récentes, très récentes, et éventuellement de mettre en lumière ce qui marche. Après tout, il est possible qu'il y ait ça et là des éléments qui marchent, enfin qui positifs, donc de ne pas focaliser excessivement sur le négatif, mais de mettre en lumière les points qui posent problème, et puis surtout peut-être de déboucher ensuite sur des propositions, c'est-à-dire dire ce qu'on pourrait faire pour peut-être aller plus loin, dépasser les apories d'aujourd'hui, voilà. Et donc, avec moi j'ai un très beau casting, mais ça sera le cas de tous les ateliers. J'ai avec moi donc Éric Delmar, qui est défenseur des droits des enfants, et à ce titre-là, adjoint de Claire Hédon, qui est la défenseuse des droits. On dit défenseuse. Défenseureux des droits. On s'y perd un peu quand même, hein, voilà. Et voilà, alors, Éric Delmar était éducateur spécialisé, donc vous êtes vraiment, au départ, je dirais, un homme de terrain, un éducateur spécialisé, chef d'établissement, j'en passe peut-être, directeur d'un service, etc., avant de rentrer au service donc, de la défense des droits des enfants. Michel Créoff est juriste au départ, inspectrice aide sociale à l'enfance en Seine-Saint-Denis, en 9-3, et puis directrice départementale au conseil départemental du Val-de-Marne. Je rappelle aussi que Michel Créoff était vice-présidente du Conseil national de la protection de l'enfance. Vous direz peut-être en deux mots ce que vous faites aujourd'hui. Vous m'avez glissé dans l'oreille que vous préparez la mise en place
d'un master à l'Université Paris 1, spécifique sur ces questions-là. Voilà. Et puis, Sévan Minassian, qui est psychiatre à l'hôpital Cochin, et également membre de l'équipe de la Maison de Solène, enfin, la maison des adolescents, et également, j'ai vu, qui a participé à de nombreuses publications, ou copublications, sur ce thème et sur la question donc, des enfants migrants ou des jeunes migrants. Donc je disais, pour commencer, faisons l'état des lieux, et je vais donner la parole très vite donc, à Éric Delmar pour nous dire, vu du défenseur des droits des enfants, comment se présente la situation. Mais, oui, c'est ça, je vais vous inviter à aller au pupitre. Bonjour à toutes et à tous. Merci au Grand Orient de France pour l'organisation de cette journée qui arrive dans une actualité à nouveau pressante, voire oppressante. Tant on pourrait citer Mayotte, tant on pourrait citer les situations de pushback à la frontière italienne. Alors je suis le défenseur des enfants, et j'y tiens, et pas le défenseur des droits des enfants. Quand vous dites à des enfants, il existe un défenseur des droits, et il dit alors, mais c'est pour qui ? C'est pour les adultes. Défenseur des enfants, j'ai même pas besoin d'expliquer aux enfants ce que je fais. Les personnes exilées sont confrontées à une hostilité politique, ça a été dit dans votre introduction, croissante de nombreux pays européens, et dont bien entendu les mineurs, les enfants sont les premières victimes mis sur les chemins de l'exil. L'article 71-1 de la Constitution dit que le défenseur des droits, au fond, veille au respect de nos libertés et nos droits par les institutions. Donc nous sommes, je dirais, une vigie, alors, et forcément nous voyons principalement tous les dysfonctionnements puisque nos concitoyens, les associations, des établissements, des institutions nous saisissent quand justement ces mêmes institutions n'ont pas su, par manque de diligence, par déni de droit, par méconnaissance du droit, eh bien, respecter les droits de nos concitoyens. Et juste vous dire qu'en l'espace de 2 ans, nous sommes passés sur l'ensemble des missions de la Défenseure des droits de 100 000 à 126 000 instructions. 26 000 instructions en 2 ans, ce qui témoigne clairement de l'éloignement des services publics de nos concitoyens. Et bien entendu, les enfants sont particulièrement les victimes. Alors, en matière de mineurs non accompagnés, il ne vous a pas échappé qu'on continue d'appeler les mineurs non accompagnés, même lorsqu'ils sont accompagnés, comme s'il fallait absolument les différencier des enfants et de leurs droits. Nous sommes saisis, depuis que je suis défenseur des enfants, depuis près de 3 ans, c'est 10 000 instructions concernant des atteintes aux droits de l'enfant, dont environ 10% concernent les mineurs non accompagnés. Nous savons que les enfants les plus éloignés de leurs droits, les vulnérables, parmi les plus vulnérables, eh bien, sont d'autant plus en difficulté pour saisir le défenseur des droits. Ce n'est heureusement que des professionnels, des associations les accompagnent et nous saisissent, parce que ce ne sont pas ceux qui dénient ou méconnaissent le droit qui vont en même temps donner une carte aux mineurs en disant « Tiens, tu peux saisir le défenseur des enfants ». Nous sommes saisis, je le rappelais, à tous les endroits de la non-prise en compte, qu'on peut appeler parfois prise en charge, de ces mineurs dès leur arrivée sur le territoire. En ce moment, on pourrait parler de Mayotte, j'en parlais, à la frontière italienne, des situations de pushback, un déni de droit, c'est-à-dire ces jeunes sont sans évaluation, sans appel au département qui est là pour évaluer le statut de minorité, la situation de minorité et d'isolement. Eh bien, ces jeunes sont renvoyés de l'autre côté de la frontière. Au moment de la mise à l'abri ou de la non-mise à l'abri, au moment de l'évaluation de la minorité et de l'isolement, continue d'avoir des mineurs qui ne sont pas mis à l'abri pendant ces périodes. Nous continuons d'être saisis sur des disparités territoriales éminemment très fortes, entre des évaluations qui peuvent durer 2 heures
à des évaluations qui vont durer 2 mois, 3 mois, pour lesquels, bien entendu, pendant ces périodes-là, il n'y a aucun accès à l'éducation ou à la santé, qui sont des droits constitutionnels, des droits fondamentaux. Et même pour ceux, dans ce parcours du combattant, pour ceux qui vont enfin être pris en charge, pris en compte avec une décision de tutelle, d'assistance éducative, eh bien, le parcours continue, difficulté d'accès à la santé, à l'éducation, beaucoup continuent de vivre dans des hôtels. La période sanitaire de crise sanitaire a été là un marqueur très fort de cette inégalité de droits malgré les décisions où des jeunes n'avaient pas accès à l'éducation, où ces jeunes n'ont pas vu d'éducateur pendant 2 mois, 3 mois, où ces jeunes ont pu parfois bénéficier, je dirais, de l'appui d'un conseiller principal d'éducation par-ci, d'un prof par-là, pour lui redonner une clé 4G, une tablette pour que dans son hôtel, il puisse avoir accès aux cours à distance. Ce sont des jeunes qui, lorsqu'ils vont être pris en charge dans des établissements, vont être dans des dispositifs de plus en plus dédiés, parfois à 45 €. L'Armée du Salut dit que 45 €, c'est à peu près le coût lorsque, dans des périodes de crise, on accueille dans des besoins fondamentaux des gens dans des gymnases. Alors bien entendu, pour ces équipes qui accompagnent ces jeunes, comment voulez-vous procéder au rétablissement de l'état civil, par exemple, ou créer l'état civil? Et on sait bien que quand l'état civil est mal fait, eh bien, vous avez régulièrement une OQTF, alors que vous avez été accompagné pendant des mois, voire des années, par l'aide sociale à l'enfance. Et vous avez une OQTF, et vous avez dans la presse, à certains endroits, eh bien, vous trouvez qu'un artisan est en train de faire une grève de la faim pour garder le mineur qu'il a formé, accompagné. Donc c'est des aberrations aussi sur le plan économique qui nous paraissent effectivement insupportables. Ce parcours continue au moment où ces jeunes deviennent majeurs. La loi de février 2022, dite loi Adrien Taquet, qui était secrétaire d'État à l'époque, eh bien, elle est venue consolider en partie, je dirais, le droit à l'accueil provisoire, le droit au contrat, en bornant au fond les possibilités pour le département et en rappelant que tous les jeunes qui sont dépourvus d'accompagnement familial, je crois que c'est l'article 225 du Code de l'action sociale et des familles, et qui sont dans des précarités financières puissent avoir ces contrats. Et le Conseil d'État rappelle à chaque fois que nous, en tant que défenseurs des droits, nous pouvons faire des tierces interventions en justice, eh bien le Conseil d'État nous donne raison à chaque fois et impose au département de signer ces contrats. Mais on voit bien qu'avec la loi immigration qui arrive, eh bien, vous avez pu voir dans la presse, eh bien que, alors que nous, et je pense qu'on partage tous, bien entendu, cet aspect, eh bien que lorsque vous avez un contrat d'accueil provisoire, un contrat avec l'aide sociale à l'enfance, vous ne devriez pas avoir d'OQTF. Eh bien là, maintenant, on renverse en disant si vous avez une OQTF, vous n'aurez pas accès à ce contrat, même si, encore une fois, je le rappelle, tout a été fait pour qu'il n'ait pas d'état civil, parce qu'on ne l'a pas rappelé. Alors, en janvier dernier, le Comité des droits de l'enfant de l'ONU a, alors, condamné n'est certainement pas le mot à nouveau, puisque le Comité des droits de l'enfant de l'ONU a une valeur de la chose interprétée et pas de la chose jugée, comme peut avoir la Cour européenne des droits de l'homme, même si la Cour de justice internationale avait rappelé en 2010 que les décisions du Comité des droits de l'enfant de l'ONU n'étaient pas dénuées de valeur juridique. Et le Comité des droits de l'enfant de l'ONU, justement, veille au respect par les États signataires, 197 pays signataires de la Convention internationale des droits de l'enfant, et bien de ces 54 articles veille au respect de ces droits par les États, et notamment le droit à l'identité, l'intérêt supérieur, la non-discrimination, l'accès aux droits fondamentaux. Et pour la première fois, alors c'est un peu, sur le plan juridique, c'est un peu complexe, mais c'est au titre du protocole, du 3e protocole, qui permet à tout
mineur de saisir le comité des droits de l'enfant lorsque les juridictions françaises, lorsqu'il a épuisé les recours, ou là, comme c'était le cas, où les recours, la Cour d'appel manquait de diligence pour un certain nombre de raisons à juger. Et c'est la première fois que le comité des droits de l'enfant nous rappelle vient mettre au fond en exergue les difficultés de toute la chaîne du parcours des mineurs non accompagnés. Ce jeune Pakistanais avait des problèmes de santé et donc a été mis à la rue avec des problèmes de santé. Absence de recours, absence de diligence, non mise à l'abri, recours non suspensif. Eh bien, tout ça, le comité de droits de l'enfant l'a redit. Elle est importante, cette décision, parce qu'au fond, les associations, mais le défenseur des droits va pouvoir, à chaque fois qu'ils saisissent la justice ou font des tierces interventions, eh bien, rappeler à l'État ses responsabilités. Le défenseur des droits et le défenseur des enfants ne font que rappeler à l'État ce qu'il a ratifié, rappeler qu'aux parlementaires ce qu'ils ont voté. Et dans cette période, on en parlait tout à l'heure avec Michel, dans cette période troublée où les migrations, et notamment climatiques, vont être évidemment importantes. Alors, 4/5 des migrations, nous rappelle François Gémen, bien ne nous concernent pas, on ne se sent pas concerné, puisque les gens émigrent dans leur propre pays, quittent les côtes. Et voilà. Alors maintenant que peut-être pour la première fois on entend parler de différence entre le sud de la France et le nord, peut-être qu'on va enfin s'intéresser aux migrations, et peut-être qu'on va aussi réfléchir au morcellement de nos politiques publiques, parce que ce qui se passe récemment dans la presse avec l'arrivée massive, qu'on nous dit massive, dans les Alpes-Maritimes, eh bien, pointe au même titre que l'Italie pointait le manque de solidarité internationale ou européenne, eh bien, peut-être que là, les Alpes-Maritimes pourraient aussi être soutenues par l'ensemble des départements. Donc, je ne vais pas aller plus loin pour cette introduction, mais effectivement, vous dire qu'à tous les endroits de la chaîne, de la non-mise à l'abri, même de non-accès aux droits, c'est-à-dire une zone d'attente qui perdure, eh bien, jusqu'à même lorsque ces jeunes ont eu accès à l'aide sociale à l'enfance, au moment de signer un APJM, eh bien, c'est un contrat, eh bien, ces jeunes sont toujours un climat de suspicion de la part des institutions. Et je terminerai en disant que ces jeunes sont toujours considérés d'abord comme des étrangers avant d'être considérés comme des mineurs à protéger. Je vais me permettre de vous poser une question pour essayer d'avancer un peu dans l'analyse institutionnelle, au fond, des phénomènes. Comment vous expliquez, au fond, ces difficultés? Qu'est-ce qui se passe? Alors, pourquoi cette suspicion, au fond, à chaque étape? J'ai pour habitude de ne jamais différencier les mineurs étrangers en danger, parce que seuls, parce que victimes, du champ de la protection de l'enfance. Nous n'avons jamais, les départements n'ont jamais autant investi financièrement le champ de la protection de l'enfance. Les acteurs de terrain n'en ont jamais vu aussi peu l'efficacité, ou en tout cas l'amélioration. Je crois que ça parle, on le voit bien, puisque à travers les saisines, à travers les cas individuels, les milliers de cas que les juristes du défenseur des droits eh bien, instruisent tous les jours, très très vite nous voyons les dysfonctionnements des institutions. Au fond, nous regardons pas les violences éducatives dites ordinaires du Code civil qui s'adressaient aux parents, mais les violences éducatives dites ordinaires qui s'adressent aux institutions, au fond. Nous voyons bien, au fond, que nous sommes certainement, ça mériterait une vraie réflexion, je crois, autour du cloisonnement de nos institutions. Les enfants n'ont jamais été aussi sonnés, les enfants vulnérables, on le voit dans tous les domaines, hein, enfin dans d'autres domaines, mais vous pouvez aussi être mineur non accompagné en situation de handicap, et là vous allez dans le virage inclusif, dans l'accès à l'école, ça devait être d'autant plus compliqué. Donc je crois qu'on est aujourd'hui sur
sur les professionnels de terrain. Aujourd'hui, pendant de nombreuses années, les professionnels de terrain disaient, quand on était au département, mais que fait l'ARS, que fait la PJJ, que font les autres? Et maintenant, ils disent, mais que fait notre propre organisation? C'est-à-dire que la perte de sens, je crois que ça pose la question, effectivement, de la manière dont, au-delà des partenariats et des personnes qui s'engagent, mais de laisser uniquement le partenariat au bon vouloir d'un DG ARS, d'un TT PJJ, d'un président de département, je crois que la loi devrait être beaucoup plus incitatrice et beaucoup plus forte. Et puis l'organisation qui, moi j'observe dans tous mes déplacements, énormément de technostructures, énormément de strates qui empêchent le pouvoir d'agir, qui retirent le pouvoir d'agir, qui empêchent... Alors, il y a des vraies difficultés de moyens, mais il y a un manque de politique de moyens. Je crois que là, ça met ça en exergue. Et puis, bien évidemment, ce sont des priorités. Beaucoup de gens dans cette salle, Michel, Claude, ont déjà régulièrement rappelé l'invisibilité de la protection de l'enfance dans notre pays. Je crois qu'il est temps effectivement de réfléchir à ces organisations institutionnelles. Merci. Je vais me permettre de renvoyer les questions à la fin, après les 3 interventions, en me permettant peut-être, comme je l'ai fait avec Éric Delemare, de poser une petite question entre chacun. Et donc, voilà, Michel Créoff, si vous voulez bien passer donc au pupitre, on a le sentiment que sur cette question-là, il y a le déploiement d'un nombre d'énergie, d'une quantité d'énergie et de financement, au fond, considérable, et que finalement, tout ça a comme résultat que ça ne marche pas. Bien, bonjour à toutes et à tous. Oui, je rebondis sur votre question. Ça ne marche pas parce que je vais me permettre de dire de quelle place je vais parler aujourd'hui. J'ai donc 35 ans de protection de l'enfance. J'ai travaillé tout au début avec le GISTI, et je salue Christophe Daouf qui est là, sur la question, sur le concept même de mineurs non accompagnés. À l'époque, on disait les mineurs isolés. Et puis, 25 ans plus tard, je suis aussi une observatrice de la protection de l'enfance depuis toutes ces années. Et en effet, je me pose exactement la même question que vous. Et donc, je vais essayer de démontrer, en tout cas d'analyser de ma place, pourquoi nous sommes enfermés dans un système qui produit autant de souffrance et autant de rejet. J'ai tendance à penser que lorsque les processus institutionnels sont absurdes, ils en deviennent maltraitants. Et juste quelques chiffres. Je donne les chiffres du ministère de la Justice de 2022. Il y a eu 19 893, c'est-à-dire presque 20 000 mineurs non accompagnés accueillis dans les dispositifs de protection de l'enfance au 31 décembre 2021. 95% sont des garçons. La très grande majorité, l'âge est fixé entre 15 et 18 ans. Et les pays d'origine sont principalement le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire, et puis après l'Algérie et la Tunisie. Donc si je résume, si je fais un bref raccourci, les pays d'origine sont nos anciennes colonies. Donc nous avons des histoires avec ces pays-là. Ce n'est pas par hasard que ces jeunes viennent chez nous. Et la problématique principale qu'a relevé Éric Delemare et je pense les autres intervenants après moi, la problématique principale, c'est l'évaluation de la minorité. Et comment on héberge, comment on évalue et comment on accompagne ces milliers de jeunes qui se présentent à nos frontières pour évaluer s'ils sont mineurs. Et est-ce qu'on peut s'arrêter un moment pour dire est-ce que l'évaluation de la minorité est possible? C'est-à-dire qu'on monte tout un dispositif, qu'on forme des gens, qu'on mobilise des financements pour prouver quelque chose, mais est-ce que la preuve est possible? Alors, force est de constater qu'il n'y a pas, à part les documents d'état civil,
qui sont censés faire foi, mais j'y reviendrai, il n'y a pas de possibilité qui permettent de déterminer la minorité de quelqu'un. On les a tous évacués. L'âge osseux, c'est pas sûr, il y a 2 ans, 18 mois, 2 ans d'interprétation. L'examen pubertaire, idem. Les caractéristiques physiques, idem. Et je laisserai aux collègues psychiatres de dire si les caractéristiques psychiques ou cognitives peuvent fixer l'âge à 6 mois près, mais je crois que non. Donc reste l'état civil. Et l'article 47 qui nous dit, du Code civil qui nous dit que les documents d'état civil des pays d'origine font foi. Mais qu'en est-il de l'élaboration des documents d'état civil des pays d'origine? 27% de la population congolaise est recensée par l'état civil congolais. Je ne parle pas de la situation d'état civil au Mali, avec les crises gouvernementales de ces 10 dernières années, ni de ce qui se passe en Guinée, ni de ce qui se passe au Burkina Faso. Et donc, mettons-nous à la place de ces jeunes qui arrivent en général pour sauver leur peau, ou qui arrivent avec une commande familiale, une commande sociale, et qui doivent prouver l'improuvable. Et on a mis en place un système, mais fantastique, où on a mobilisé des professionnels, où on a mobilisé des financements, où on a mobilisé une construction juridique extrêmement complexe pour prouver quelque chose qui n'est pas prouvable. Alors bien évidemment, ça rend tout le monde fou. Et ça rend tout le monde impuissant. Et c'est une perte de sens. Et c'est des gens qui se fatiguent. Et, encore une fois, alors qu'on crée un dispositif comme ça, basé sur du sable, basé sur ce qui n'existe pas, ce qui n'est pas possible de faire, eh bien c'est la porte ouverte à tous les arbitrages, à tous les arbitraires, à tous les aléas. Éric, tu as cité le cas des Alpes-Maritimes, avec le fait qu'on est carrément dans un passage à l'acte quotidien où c'est le département qui décide si les jeunes doivent être renvoyés sur l'Italie et pendant ce temps-là on les enferme. Et on a demandé aux départements qui ne sont pas chargés, ils sont chargés de la protection de l'enfance, mais ils ne sont pas chargés légalement de déterminer l'état civil de quelqu'un ni son âge. On a demandé aux départements, dans toute leur diversité, dans toute leur diversité politique, dans toute leur diversité territoriale et dans toute leur diversité de moyens, d'exécuter cette mission-là. Eh bien, en effet, nous récoltons ce que nous semons, c'est-à-dire de l'arbitraire, c'est-à-dire de la difficulté, et c'est-à-dire des équipes qui s'épuisent et des jeunes qui s'épuisent. Alors, si je regarde un peu les chiffres, parce que moi j'aime bien travailler à partir des évaluations, ce qui vient encore plus compliquer la chose, c'est qu'on n'a pas de chiffres. Et ça, c'est classique en protection de l'enfance. Mais c'est classique dans toutes les politiques qu'on ne veut pas analyser et qu'on ne veut pas voir. On ne compte pas. Et si on ne compte pas, ça n'existe pas. Donc, on ne sait pas trop combien de jeunes qui ont été évalués par le dispositif de protection de l'enfance sont déclarés véritablement mineurs. Certains départements annoncent des chiffres de 30%. D'autres annoncent d'autres chiffres. Le Sénat, dans sa grande sagesse, bien évidemment, a retenu un pourcentage de 55% qui serait reconnu majeur à la suite de l'évaluation. Et je ne reviendrai pas sur ce que tu as dit, Éric, l'évaluation qui peut, dans certains cas, durer 2 heures, comme dans d'autres cas, durer 3 mois. Donc on est face à un dispositif qui doit démontrer que les personnes sont mineures, mais qui, in fine, en fin de compte, va surtout éliminer des personnes considérées majeures. Et donc c'est ça aussi, ce constat de l'absurdité du schéma. Et puis, parce que ça serait dommage que l'absurdité se reste qu'au niveau de la détermination de l'âge, on a décidé que ces jeunes qui nous arrivaient, non seulement devaient être mineurs, mais devaient être isolés, non accompagnés, c'est-à-dire tout ce qui fait le fait qu'on puisse survivre quand on est seul, c'est-à-dire les communautés de base, les solidarités, le fait que oui, il y a un cousin qui vous attend, ou l'ami d'un beau-frère, ou des adresses qu'on vous a données avant de partir. Et bien tout ça, le jeune va le cacher pendant l'évaluation, puisqu'il doit prouver qu'il est seul. Donc on renforce encore l'absurdité de la situation.
Et donc, en effet, on va avoir les difficultés que nous connaissons, qui sont principalement des difficultés du primo-hébergement et des difficultés de l'évaluation et de comment on garantit les besoins fondamentaux de ces jeunes pendant le temps d'évaluation et comment on respecte leur dignité. Alors, j'ai envie de proposer ce que j'avais proposé à Jean-Pierre Prodhomme quand on avait commencé à travailler l'idée de ce colloque, et si on s'autorisait à faire un pas de côté, c'est-à-dire, en général, quand on est dans des politiques aussi absurdes, et on voit bien pourquoi elles sont absurdes, hein, parce que le but premier, c'est d'éliminer la demande et pas d'accueillir. Hein. Et donc, quand on voit comment cette absurdité s'est installée, s'est construite, est-ce qu'on ne s'autoriserait pas, pour sortir du cercle vicieux, à faire un pas de côté? Et puisque nous sommes capables de construire des fictions juridiques de façon tout à fait légale, je rappellerai la fiction juridique que je préfère citer parce que je la trouve croquignolette, qui est de considérer que le mari de la femme est obligatoirement le père de tous ses enfants. C'est-à-dire qu'on part du principe que voilà, puisqu'ils sont mariés, il n'y a pas eu d'adultère et que tous les enfants sont bien issus du mari. C'est une fiction juridique, personne n'a été vérifier la chose. On ne fait pas passer un test ADN à tout enfant né du mariage pour déterminer qui est le père. Donc on accepte de construire notre représentation de l'enfant d'un couple marié sur une fiction juridique. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne s'autoriserait pas à construire une fiction juridique concernant les jeunes qui tapent à notre porte pour se mettre à l'abri, de dire, ben voilà, est-ce qu'on ne peut pas penser que nous puissions accueillir, dans de bonnes conditions, en corrélation avec les autorités des pays d'origine, des jeunes entre 15 et 25 ans, dans cette fourchette-là, parce que c'est à cet âge-là qu'ils sont encore vulnérables, c'est à cet âge-là qu'ils ont des besoins fondamentaux qui vont leur permettre de devenir des adultes, qui vont être des adultes dont nous aurons besoin et qui vont venir enrichir notre commun, et de nous garantir de cet accueil de ces jeunes. Et pour cela, me semble-t-il, il faut remettre les choses à leur place. C'est comme dans une famille. Quand les personnes ne sont pas à leur place, dans la famille, ça provoque des dysfonctionnements. Et bien c'est pareil dans une institution, dans des politiques publiques. Quand les institutions ne sont pas à leur place, ça provoque des dysfonctionnements, et souvent ça provoque des illégalités, et ça provoque des discriminations. Donc je rappellerai l'avis du Conseil national de la protection de l'enfance de 2017 qui proposait que l'État reprenne ses compétences de détermination de l'état civil d'une personne et de détermination de l'âge, et qu'après, et là dans le processus de 15-25 ans, et qu'après ces jeunes soient confiés à la protection de l'enfance, avec tout ce qui permet d'accompagner vers une véritable intégration et vers un véritable bien-être, l'ensemble de ces jeunes. Enfin, je voudrais dire que tout n'est pas noir dans ce dispositif. Je reprendrai ce que disait Éric Delemare, la protection de l'enfance est aujourd'hui vraiment un carrefour. Hein. Soit on s'en sort, soit on va dans le mur, pour des tas de raisons qui sont des raisons de l'obsolescence de notre dispositif, de son manque de spécialisation et du fait que nous avons une complexité d'articulation avec les autres politiques qui sont extrêmement néfastes pour les enfants. Mais en même temps, l'accueil de ces jeunes nous a aidés dans certains domaines. D'abord, elle nous a aidés sur le plan juridique. C'est quand même les seules populations mineures qui nous ont fait comprendre que les mineurs ne pouvaient pas saisir le tribunal administratif. Représentez-vous bien, hein, la protection de l'enfance, c'est 308 000 enfants. Ces 308 000 enfants ne peuvent pas saisir le tribunal administratif lorsque l'administration départementale leur fait grief. Et ça, c'est parce qu'il y a eu des contentieux sur les MNA que nous découvrons, que nous privons de recours véritables les mineurs de la protection de l'enfance. Et puis, avec les MNA, nous avons appris plein de choses, notamment sur le trauma complexe, notamment sur les problématiques d'exil, mais nous avons aussi appris plein de choses sur comment construire des formations intégrées, comment travailler avec le projet de vie d'un jeune en travaillant en semi-autonomie, et nous avons, dans un certain nombre de cas, cette population a pu assurer
une certaine sécurité, une certaine tranquillité dans les structures d'accueil, parce que s'il y a bien des jeunes qui ont un projet de vie, c'est bien les mineurs non accompagnés. Et il faut que nous soyons là pour servir leur projet de vie. Merci beaucoup. Merci. En vous écoutant, je me prenais à penser, il y a quand même un problème général de doctrine, de ce que c'est que la migration, pas seulement la migration des jeunes et des jeunes migrants. Peut-être on renverra cette question à la fin, à une question générale et au débat avec le public. Sur cette question-là, et c'est fréquent, hein, je pense que les collègues en charge de la protection de l'enfance dans la salle ne me démentiront pas, la question des enfants vient toujours pointer les défaillances d'une société. Et le fait que nous ne puissions pas accueillir correctement les jeunes qui tapent à notre porte, bien évidemment renvoie à notre imaginaire, à nos représentations imaginaires sur la question de la migration. Et encore une fois, ça veut dire que même la vulnérabilité des enfants ne fait pas vaciller nos préjugés sur la migration. Et ça me semble assez caractéristique de la force de cet imaginaire sur les migrations. Merci beaucoup. Sven Minassian, tout à l'heure Michel Créoff disait on renforce encore l'absurdité de la situation, ça rend tout le monde fou. Alors est-ce que ça rend les psychiatres fous également? C'est quand même une question qui peut se poser. À moins qu'on le soit déjà. En tout cas, moi ça résonne vraiment beaucoup avec notre travail, parce qu'on n'a jamais été autant confronté à la question du judiciaire, de l'administratif, de la suspicion vis-à-vis des jeunes, qu'avec les mineurs non accompagnés. Maintenant on les appelle mineurs non accompagnés, avant c'était mineurs isolés étrangers, avec la question de l'étranger qui claquait quand on parlait de mineurs isolés étrangers. Maintenant on parle de mineurs non accompagnés, on se dit finalement, paradoxalement, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Parce que oui, désolé. Parce que on oublie d'une certaine manière les difficultés inhérentes à ces jeunes qui se retrouvent non pas seulement confrontés à la protection de l'enfance, mais aussi et surtout aux politiques migratoires. Et on s'en rend compte. Alors moi, j'ai commencé à accompagner ces jeunes donc en Seine-Saint-Denis, à l'hôpital Avicenne à Bobigny, dans la maison des adolescents à Casita de l'hôpital Avicenne. Et on se rend compte que vraiment, on est tributaire du contexte dans lequel on travaille. C'est-à-dire que je me souviens qu'en 2011, il y avait eu la mise en surendettement du département avec la question de ne plus recevoir de mineurs non accompagnés. Ça avait fait un grand bruit et ça avait impacté sur nos prises en charge. On avait des jeunes qu'on n'arrivait plus à accueillir autrement. Ensuite, il y a eu la circulaire Taubira en 2013, donc c'était une circulaire qui disait qu'il fallait que le département, je dis à ma façon, hein, puisque les départements devaient accueillir de manière un peu plus... les différents départements devaient accueillir les mineurs non accompagnés, et pas seulement la Seine-Saint-Denis, Paris, les Bouches-du-Rhône, en tout cas les départements qui les accueillaient de prime abord du fait de l'aéroport, et aussi de ces jeunes qui venaient rejoindre finalement leur communauté d'appartenance et des proches qui n'en étaient pas toujours. Et on s'est rendu compte qu'on a eu des jeunes qu'on avait commencé à prendre en charge et la prise en charge s'arrêtait parce qu'ils étaient envoyés, on les prenait en charge dans le cours d'évaluation, au début d'évaluation, et ensuite la prise en charge s'arrêtait, ils se retrouvaient dans un autre département sans prise en charge, sans accompagnement. Et parfois aussi, avec la question de l'évaluation dont vous parliez, c'est bien, ça me permet de rebondir, la question de l'évaluation, c'est-à-dire que parfois on avait des jeunes qui étaient évalués, mineurs, par exemple en Seine-Saint-Denis et par le tribunal, et dès qu'ils se retrouvaient par exemple en Côte d'Or pour un de ces jeunes, eh bien une évaluation de la minorité était refaite quelques mois plus tard. Donc on se retrouvait face à des situations absurdes avec un jeune qui débarquait, qui ne connaissait personne avec ses bagages dans un foyer, et quelques jours plus tard il se retrouvait à la rue alors qu'il avait un accompagnement, une prise en charge et quelques amis qu'il connaissait
en Seine-Saint-Denis, et il se retrouvait à la rue parce qu'on lui avait refait une évaluation, un test osseux, qui montrait qu'il était majeur. Donc on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment faire avec ces absurdités, ces paradoxes, et qu'il fallait vraiment commencer par les interroger dans le cadre de nos prises en charge. On s'en est aussi rendu compte parce qu'on les prenait en charge assez tard. C'est-à-dire qu'au début, et c'est normal, les jeunes ont besoin de se poser, d'avoir un toit, de se nourrir, d'être accompagnés. Et parfois, ils vont mal et on ne s'en rend pas compte tout de suite. Parce qu'on ne sait pas s'en rendre compte tout de suite et qu'ils ne le montrent pas non plus. Et effectivement, dès le début, il y a cette épreuve du soupçon qui transparaît également au cours de nos prises en charge. C'est-à-dire que quand un jeune vient nous voir, il vient nous voir avec l'idée qu'on est un adulte, comme les adultes qu'il a vus auparavant, qui va peut-être interroger, mettre en cause ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il est vulnérable, qu'il est mineur, qu'il est non accompagné. Et donc, ils vont être amenés à se méfier de ce qu'il faut dire ou de ne pas dire. Et donc, il va falloir finalement leur montrer qu'on n'est pas dans cette perspective-là, alors que les intervenants précédents leur ont démontré qu'il fallait absolument, dès le début, montrer qu'ils méritaient qu'on les prenne en charge et qu'on les accompagne. Et c'est difficile parce qu'on a des jeunes qui finalement... je me souviens d'un jeune qui donc est venu nous voir et donc n'osait pas nous dire quoi que ce soit, n'osait pas nous parler de son parcours et n'y arrivait pas non plus. Parce que, du fait de ces troubles, il n'arrivait pas à dire un certain nombre de choses qu'il avait vécues. Et on le verra, quand il s'agit, dans le cas de l'évaluation, donc quand on a des évaluateurs qui interrogent les jeunes, ils leur demandent de raconter leur parcours, de dire ce qu'ils ont vécu, d'où ils viennent, pourquoi est-ce qu'ils sont venus, etc. Et pour un certain nombre de ces jeunes qui ont vécu des choses très difficiles, des événements traumatiques, il est très difficile de raconter ces événements-là parce que ces événements-là peuvent les retraumatiser, les exposer, leur faire revivre les choses qu'ils ont vécues et qu'ils mettent de côté, qui mettent sous le boisseau pour ne pas finalement être vulnérables. Parce qu'il faut survivre, il faut ramasser ses forces et pouvoir réussir là dans cette course. Parfois, quand on a 16-17 ans, et donc quand on sait qu'à 18 ans, on va peut-être nous lâcher si rien n'est fait et si on n'a pas de projet. Donc, dans ce principe de survie, pendant lequel ils peuvent être accompagnés par des éducateurs qui eux-mêmes se trouvent en grande difficulté parce qu'il va falloir accompagner tout, c'est-à-dire le projet professionnel, les papiers administratifs, et un certain nombre d'aléas, et aussi l'hébergement, et aussi tout ce qui se joue avec les différentes institutions, dans une relation très forte et en même temps très difficile pour ces professionnels qui sont très engagés, mais qui se trouvent parfois sans moyens, sans interlocuteurs. Eh bien, ces jeunes se trouvent finalement dans la difficulté parfois de répondre aux injonctions et aux demandes des tutelles ou des administrations. Par exemple, dans le cadre d'une demande d'asile ou dans le cadre d'une demande d'un juge, le fait de raconter des événements traumatiques, donc je vous le disais, ça peut être traumatisant. Typiquement, on a des études qui le montrent, donc des études scientifiques qui le montrent, c'était une étude qui a été faite au Canada sur les demandeurs d'asile, qui montre que les demandeurs d'asile qui ont vécu des événements traumatiques, et donc ont des symptômes post-traumatiques, peuvent, quand ils évoquent leur parcours à un évaluateur, puis à un autre, avoir des incohérences temporelles. C'est-à-dire dire je suis resté 8 mois en Libye, où par exemple un jeune a été torturé en Libye, donc c'est des cas de patients dont je parle, et donc il dit ça fait 8 mois que je suis resté en Libye, et on voit dans son évaluation qu'il est dit qu'il ment, puisqu'il y a encore 6 mois il était au pays.
Et alors que lui, il a vraiment perdu la notion du temps. Typiquement, il a des cicatrices, hein, et on sait, c'est quelque chose qui se voit, qu'il a vécu des choses très très dures. Et il nous dit ça. Et donc, et d'un évaluateur à un autre, il peut dire des choses qui peuvent être assez différentes sur le plan spatial et temporel, parce que ça fait partie de ses symptômes, parce que ça fait partie des symptômes post-traumatiques, et des symptômes post-traumatiques complexes, avec parfois des amnésies lacunaires. C'est-à-dire, on ne se souvient pas de certaines choses, on n'arrive pas à se souvenir de certaines choses, surtout les choses les plus difficiles. Donc, et si on s'en souvient, ensuite c'est encore plus dur, on se remet à ne plus dormir, on se remet à y penser, à le revivre, et c'est très 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 douloureux. Donc vous voyez bien que dans ces injonctions-là, on peut être amené à refaire mal à ces jeunes-là, à les mettre dans des situations de encore plus grande vulnérabilité. Donc dans le fait de vouloir creuser, de vouloir savoir, de les soupçonner, de se méfier d'eux, eh bien, on leur fait du mal, alors qu'on devrait les protéger et qu'on est, en tout cas, on est dans une situation où on nous demande aussi de les protéger. On s'en rend compte aussi, nous, en tant que psychiatre, parce qu'on s'en est rendu compte au cours du temps. C'est-à-dire que depuis 2013, ensuite, il y avait une période un peu d'indifférence, puis il y a eu les attentats, puis ensuite, il y a eu une forte suspicion. Ils ont vécu pas mal de discrimination, hein, dans les écoles, de la part d'autres adultes, parce qu'on se demandait s'ils étaient des terroristes possibles ou pas. Ensuite, il y a eu des périodes où on ne pouvait plus les prendre en charge. Il y a eu le confinement. Je me souviens que pendant le confinement, on était amenés beaucoup d'entre eux étaient à l'hôtel à ce moment-là, donc seuls. Les éducateurs n'arrivaient pas à y accéder, et donc ils sortaient, et donc ils étaient arrêtés par la police. Moi, j'ai des patients, on a des vidéos faites par des personnes dans le balcon, sur des balcons, des patients qui ont été tabassés par la police, parce que quand il n'y a plus personne dans la rue, l'état de droit n'est plus là non plus, et parfois il se passe des choses qui sont vraiment des choses très graves, et donc des jeunes qu'on voyait ensuite et qui avaient peur de porter plainte, hein, qui avaient peur d'aller aux urgences dans ce contexte-là, parce que, en ayant vécu des choses, parce qu'ils ne savaient pas qu'il fallait avoir un papier, qu'il fallait expliquer ce qu'on faisait, alors qu'ils étaient à l'hôtel seuls, et qu'on essayait de les accompagner plus ou moins à distance. Par la suite, donc actuellement, on a toujours des demandes de la part des juges et des éducateurs nous demandant de faire des certificats. Par exemple, on a eu des demandes de certificats très très particulières. On a eu un juge qui nous a demandé de dire si sur le plan psychologique ils étaient mineurs ou pas mineurs. Alors, il a fallu tergiverser, hein, il a fallu bien sûr dire que nous, on prenait en charge le jeune, qui était particulièrement vulnérable, qu'il avait besoin d'un accompagnement, mais que nous ne pouvions pas dire cela. Sachant que pour les tests osseux, comme ma collègue l'a dit, effectivement, autour des 18 ans, il y a 2 ans et demi de marge d'erreur, donc ça ne sert strictement à rien. Alors que ces tests osseux sont encore effectués, beaucoup effectués, alors de moins en moins certes, mais beaucoup effectués, et sans le demander aux jeunes, alors que c'est illégal. Donc on se retrouve devant des absurdités qui sont liées à des passages à l'acte, qui sont liées à des contextes difficiles, et qui retardent la prise en charge de ces jeunes, qui les amènent à devoir faire la course à quelque chose, à un projet ou à des papiers administratifs avant l'âge de 18 ans, sinon ils vont se retrouver à nouveau dans la rue. Donc pour la prise en charge, lorsqu'à 18 ans, plus personne ne les accompagne vers nous, on ne peut pas les voir. Et cela les amène à avoir, en tout cas, à être encore plus à risque d'avoir des symptômes de stress post-traumatique, des troubles dépressifs, des troubles anxieux, puisque finalement, des études, alors qui ne sont pas françaises, puisque finalement, comme vous le disiez très bien, on n'a pas accès à ces cohortes-là, hein, c'est l'hypocrisie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir qui sont ces jeunes et pouvoir les approcher pour faire ces recherches-là, et comme ça, on ne sait pas. On ne sait pas quelles sont leurs difficultés et quelles sont leurs spécificités. Donc, mais dans d'autres pays, en Belgique, aux Pays-Bas, on a des enquêtes épidémiologiques qui montrent que quand ces jeunes sont confrontés à des interrogatoires répétés, à un regard suspicieux des institutions judiciaires, eh bien, cela a un impact sur l'apparition ou le renforcement des symptômes psychiatriques. Quand la prise en charge ne prend pas en compte la langue maternelle, c'est-à-dire que pour des jeunes qui ne sont pas encore francophones, eh bien,
on voit que ça contrarie leur accès aux soins. Quand on se rend compte qu'il n'y a pas d'encadrement éducatif, qu'il n'y a pas de prise en charge diversifiée, qu'on centre la prise en charge sur les mesures répressives, ça a un impact direct et indirect sur l'émergence et la persistance d'états de stress post-traumatique et de troubles anxieux. Donc on voit bien que tout ce contexte-là, on va être amené nous-mêmes à devoir le prendre en compte parce que sans ça, ils n'iront pas bien. Donc ça a une influence directe et indirecte. Et c'est pourquoi il est vraiment important et je m'en suis rendu compte, c'est-à-dire que dans la prise en charge, selon les départements, je suis allé récemment en Ille-et-Vilaine, et je me suis rendu compte qu'il y avait récemment, des moyens avaient été mis en place pour les mineurs non accompagnés, qu'il y avait des éducateurs qui les prenaient en charge et qui essayaient de prendre en charge aussi la suite des 18 ans, et dans certains sens, ça se passait super bien, parce que les moyens étaient mis. Alors que, par exemple, on a eu pendant 1 an, après le confinement, plus personne qui nous venait du 92, et là, ils reviennent en nous disant oui, on revient parce que pendant 1 an, on a dû gérer que des OQTF, que des sorties de territoire, c'est-à-dire que pas mal de jeunes ne pouvaient même pas accéder à des prises en charge ou à quoi que ce soit, parce que l'idée était, est-ce qu'ils vont être reconduits à la frontière ou pas, parce que, alors le département le plus riche de France, parce qu'il y avait une gestion comme ça très violente et très excluante de ces jeunes. Voilà en gros, je vous dis un peu ce à quoi on peut être confronté, mais d'un peu plus loin sur ces questions-là, mais aussi de manière un peu plus prégnante par rapport aux difficultés de ces jeunes vis-à-vis de leurs symptômes et de leur vulnérabilité. Là où il faudrait prendre en compte la singularité de chacun, on est dans un système qui désingularise tout le monde, au fond. Hein. Voilà. Donc, sans perdre plus de temps, je vais donner la parole à la salle et aux questions. N'est-il pas qu'en France, nous n'avons pas de système pour prendre en charge les jeunes qui sont déboutés de leur reconnaissance de minorité? C'est une lacune grave qui persiste en France. Il faut qu'il y ait un programme d'État, éventuellement pris en charge par l'ASE, pour la prise en charge de ces jeunes qui ont 18 ans et quelques mois ou quelques années de plus. N'est-ce pas là le problème? Merci. On va prendre une troisième question, troisième et dernière, parce que je pense qu'on va manquer de temps. Et s'il vous plaît, juste de poser très vite votre question. Christophe Dadouche du Justice, c'est une question pour prolonger la remarque de Michel sur la question de l'État qui pourrait avoir une place plus importante à cette première étape. Mais alors, quel service de l'État et quel ministère? Parce qu'il a échappé à personne que le ministère de l'immigration, c'est le ministère de l'Intérieur. Et si on passe d'une suspicion à une autre, avec le ministère de l'Intérieur qui sera en première ligne pour prendre en charge et accompagner les mineurs isolés, j'ai de grands doutes sur une évolution tout à fait favorable. Et je donne juste un exemple. Décret du 6 avril, qui a été publié il y a 1 mois et demi, le ministère de l'Intérieur a mis en place un fichier des gamins qui reviennent de zone, avec une vingtaine d'informations que l'on collecte sur des gamins, aux mains du ministère de l'Intérieur. Il a échappé à personne que l'objectif, ce n'est pas la protection de l'enfance, mais l'ordre public. Merci. Michel? Je vais bien répondre tout de suite à ce qu'évoque Christophe Daouche. Bien sûr, ça est une des questions. On l'avait travaillé dans le cadre de l'Assemblée générale du Conseil national de protection de l'enfance, et on avait fait remarquer à l'époque qu'il existe quand même dans les compétences de l'État un service qui s'appelle les directions de protection judiciaire de la jeunesse, que ces services sont chargés de faire des évaluations des mineurs en danger à la demande des magistrats et à la demande des parquets, et qu'ils ont des compétences socio-éducatives tout à fait remarquables, et qu'ils ont même des corps professionnels qui sont formés dans une école spécialisée des éducateurs de la PJJ. Et on s'étonnait pourquoi cette compétence de l'État, qui est une compétence à la fois bien évidemment de détermination de l'état civil et de l'âge, mais aussi une compétence de détermination des besoins de personnes vulnérables qui sont a priori mineurs, pourquoi est-ce que ce n'est pas une compétence du ministère de la PJJ
qui en plus est déconcentré sur les territoires et en lien avec l'ensemble du réseau de protection de l'enfance. Et quand on a posé la question à nos collègues du ministère de la Justice, qui représentaient la PJJ, à part le fait qu'en effet, le gouvernement de l'époque était plutôt sur une visée, et je suppose que celui d'aujourd'hui, ça ne s'est pas arrangé, était plutôt sur une visée sécuritaire de la question des mineurs non accompagnés. Je rajouterais que c'était pendant l'époque d'un certain nombre de crispations concernant les attentats, et donc c'était très clair que c'était sur une vision sécuritaire, mais que pour eux, le fait qu'ils puissent être compétents pour assurer cette phase d'évaluation et faire des coordinations avec les autres services de l'État leur semblait justifié au titre même de leur mission régalienne. Donc voilà, oui c'est une question, mais et après j'en terminerai, je ne suis pas sûre que le fait que ce soit les départements soit particulièrement bénéfique et puisse résister au travers que tu évoques. On le voit bien dans ce qui se passe dans certains départements. Sur cette question ? Alors sur peut-être l'ensemble des questions. Très rapidement, les atteintes reçues aux défenseurs des droits en matière du droit des étrangers ont augmenté de 450% en 3 ans. C'est clairement dû aux files d'attente qui ne sont plus dans la rue, qui sont sur Internet. Sans doute que c'est moins visible pour beaucoup. Il faut même parfois payer pour avoir une prise de rendez-vous. On a des aberrations, des personnes qui n'ont pas la reconduction de leur carte de séjour, qui vont perdre leur emploi, leur domicile, et des enfants qui vont perdre leur école. Quand on sait que lorsqu'un enfant scolarisé, lorsqu'il est expulsé, remet 6 mois à retrouver le chemin d'une école qui pourra enfin administrativement l'accueillir. On a des personnes qui avaient des cartes de séjour pour 10 ans et qui là, parce qu'on retrouve qu'il y a tant d'années, ils ont été dans un fichier de police parce qu'ils ont eu une petite contravention, et bien là, on refait pour une carte de séjour d'1 an. Et donc la personne la reçoit 2 mois avant l'échéance, ce qui fait qu'elle est en permanence dans ce stress avec tous les enjeux qu'on vient de vous citer. La dématérialisation est venue accélérer ça, je dirais, pour tout le monde. Un exemple très, très anodin, vous avez 65 ans, vous avez 70 ans, vous êtes en forme, vous êtes plutôt en forme, vous faites du sport, vous vous baladez, et vous vous retrouvez en situation de dépendance totale quand il s'agit de faire vos démarches administratives, parce que vous êtes en zone blanche, parce que l'ordinateur ne fonctionne pas, parce que c'est très compliqué. Même des enfants, des jeunes qui sont très à l'aise sur leur smartphone quand il s'agit de faire des démarches administratives. Peut-être que vous avez aussi eu envie de jeter votre ordinateur par la fenêtre quand vous étiez sur France Connect. Donc on voit bien que la dématérialisation, avec l'absence de avec la déshumanisation, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins de professionnels et de personnes, notamment dans les préfectures, donc ça crée effectivement, et notamment pour les plus vulnérables. Sur la question de la reconnaissance de la minorité, c'est clair, si le gouvernement n'a pas souhaité que tous les enfants tous les mineurs qui ont un parcours aide sociale à l'enfance ou qui seraient en droit entre 18 et 21 ans d'avoir un contrat, c'est uniquement du fait des mineurs non accompagnés. Si, on le disait tout à l'heure, si on proposait des dispositifs adaptés en fonction des vulnérabilités, de l'autonomie, du parcours et de l'âge, eh bien, on déconstruirait l'enjeu de la majorité. Je rappelle que l'aide sociale à l'enfance a aussi pour mission d'accueillir les jeunes jusqu'à 21 ans. Vous parliez tout à l'heure des jeunes 25 ans. Beaucoup de docteurs en psychologie le disent que le cerveau d'un jeune de 23-24 ans a encore plus à voir aujourd'hui avec le cerveau d'un ado qu'avec le cerveau d'un adulte. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire. Et sur la question, alors je ne vais pas répondre, mais je vous rappelle qu'il y a eu un débat l'année dernière sur le ministère de l'Enfance et qu'il y aurait des choses effectivement en matière, c'est-à-dire que ce que vous observez, ce que vous regroupez sur un territoire entre les ARS, les départements et plusieurs, vous le retrouvez aussi dans le cloisonnement et le pouvoir des ministères. Sevan, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, je souhaitais abonder concernant la dématérialisation. C'est-à-dire que là, on a de moins en moins d'interlocuteurs. Oui, désolé, je rapproche pas assez. On a de moins en moins d'interlocuteurs. On a des jeunes qui sont obligés de faire la course
pour tel ou tel papier administratif que leur demande la préfecture, donc au consulat de leur pays d'origine, avec des sortes de camions, je ne sais pas quoi, qui passent, en tout cas pour faire je crois que c'était pour la Guinée, où à tel moment, s'il passe, il faut être prêt à y aller, à quel moment il faut s'inscrire, à quel moment il faut pouvoir obtenir cela, et donc si on l'obtient, avoir un rendez-vous à la préfecture, puis aller à la préfecture, on est amené à en parler tout le temps avec eux, et ils ne peuvent pas penser à autre chose, alors que la plupart de ces jeunes n'ont pas de symptômes psychiatriques, et pour la plupart sont alors qu'ils ont parfois vécu des choses très difficiles, sont venus, et sont très gratifiants d'ailleurs pour les institutions, sont venus pour travailler, pour réussir, et sont parfois les meilleurs dans leur classe, dans leur stage, etc. Donc c'est des jeunes à qui on donne à penser des choses auxquelles aucun autre jeune ne pense, sur les papiers, sur les démarches, etc., à qui on demande de penser ces choses-là tous les jours, et de se dire que s'ils ne l'ont pas, eh bien tout s'arrêtera. Et ça, c'est très très vulnérabilisant, et c'est encore plus vulnérabilisant à présent qu'il n'y a plus personne en face d'eux. Merci à vous. Merci François de ton animation. Merci Michel Créoff, Éric Delemare et le docteur Sévan Minassian.